Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons corriger votre mission 2. Vous aviez des documents, pages 318 et 319, et dans ces documents vous deviez aller chercher des informations, des preuves, pour répondre à une question. Cette question, c'était suite à la blessure de Romain que nous avions vue dans la mission 1, Romain s'était blessé à la main. Eh bien voilà, Romain a de la fièvre et une douleur à l'aisselle. Montrez que ces symptômes présentent un aspect positif. Alors, vous vous souvenez que quand vous avez une consigne, il faut bien la décortiquer pour pouvoir bien y répondre. Déjà, est-ce que je comprends bien tous les mots de la consigne? Un aspect positif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est un aspect qui va être utile. Est-ce que la fièvre et cette douleur à l'aisselle, qui sont désagréables, ont néanmoins un côté utile pour lutter contre l'infection. D'accord? Deuxième chose, une fois que j'ai bien compris tous les mots de ma consigne, bien regarder les verbes. Les verbes vont m'expliquer ce que je dois faire. Ici, on me demande de montrer que ces symptômes ont un aspect positif. Montrer, ça veut dire qu'il faut que j'apporte des preuves. Et ces preuves, je vais les avoir dans mes documents. D'accord? Donc je vais aller chercher des preuves dans mes documents pour expliquer, pour montrer que la fièvre et la douleur à l'aisselle de Romain ont un aspect positif. Très bien. Alors, on commence par le premier document. De quoi s'agit-il? C'est un graphique. Quand j'ai un graphique, je regarde bien les deux axes et je regarde bien le titre. Donc, il s'agit de la température du corps en degrés Celsius au cours du temps, le temps étant jour. Et je vois un point rouge ici qui me montre qu'il y a un événement. Cet événement, c'est la blessure de Romain, sa contamination par des microbes. Eh bien, j'observe qu'avant même la contamination, la température va osciller, c'est-à-dire qu'elle va avoir des moments où elle va être un peu plus élevée que d'autres. Elle est autour de 37 degrés Celsius pendant la journée, regardez, midi, 18 heures. Et puis, la soirée arrive, la nuit, et la nuit, la température baisse. Elle va tomber à 36 degrés 5 de minuit à 6 heures du matin. Et lorsque le matin arrive, la température augmente à nouveau. D'accord? Romain est contaminé au jour numéro 2 à midi. Au début, il n'y a rien d'anormal. Sa température continue à osciller entre la journée où elle est à 37 degrés et la nuit, 36 degrés 5. Jour numéro 3, pareil. Par contre, au matin du jour numéro 4, on observe quelque chose d'anormal. La température se met à augmenter et dépasse les températures habituelles pour atteindre en soirée, au jour numéro 4, entre 18h et minuit, atteindre un maximum de quasiment 39 degrés Celsius. Ça, c'est ce qu'on appelle la fièvre. Je lis le texte pour voir s'il y a des choses qui peuvent aussi compléter ce que j'ai compris. La fièvre est une élévation de température corporelle au-dessus de la température normale, autour de 37 degrés. Au-dessus de 40 degrés, la fièvre peut présenter un risque mortel pour l'individu. Il est donc important de ne pas la laisser trop s'élever. Ah, d'accord. Donc moi, je dois montrer que la fièvre est utile, mais je note quand même dans un coin de ma tête que si jamais je peux montrer qu'elle est utile, il faut que je retienne quand même qu'au-dessus de 40 degrés, c'est plus vraiment utile puisque ça peut être dangereux. D'accord? Risque mortel. D'accord. Pour l'instant, je vais voir de quelle manière cette fièvre peut m'être utile. Bien. Alors, je constate qu'1 jour et demi après la contamination, la température de Romain augmente de façon anormale. Je donne des chiffres et j'explique que Romain a de la fièvre. Très bien. Pourquoi Romain a de la fièvre? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Document 2. Alors, je vois qu'il y a tout un schéma avec des flèches qui vont me donner un ordre dans les événements. Donc, je remonte ces flèches. Les choses commencent à ce moment-là. On est ici dans un organe infecté, par exemple un muscle. On a fait un zoom sur cette partie-là. Et on voit au niveau microscopique qu'il y a des phagocytes, représentés en orange, en train d'absorber en rouge des bactéries. Vous vous souvenez qu'on appelle ça la phagocytose. Et on voit qu'en réponse à cette phagocytose, le phagocyte déclenche la libération de produits chimiques, d'une substance chimique symbolisée en vert, des petits points verts.
Et je vois que cette substance chimique va passer ici dans la circulation sanguine. Donc le sang est mis en mouvement dans mes vaisseaux sanguins grâce au cœur et ce sang va pouvoir passer dans mon cerveau. Et au niveau du cerveau ici, en jaune, on a une petite zone qui commande la production de chaleur. Cette zone va être stimulée par la substance chimique produite lors de la phagocytose. Très bien. Je prends des notes sur ce que j'ai compris. Je constate que qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai voulu? J'ai voulu vous mettre quelque chose qui n'est pas très français. Je constate que lorsqu'un phagocyte, je pense que c'est ça que j'ai voulu... Ah voilà, c'est là. Lorsqu'un phagocyte digère une bactérie, il libère une substance qui va circuler dans le sang. Elle va rejoindre le cerveau et va stimuler une zone qui va déclencher la fièvre. D'accord, donc déjà avec ce document 2, je comprends comment la fièvre est mise en route. Et maintenant, je vais essayer de comprendre à quoi elle sert avec le document 3. Hop, document 3. C'est à nouveau un graphique, donc je pense à regarder mes deux axes, le titre et à donner des chiffres. Je constate que la nuit, quand on est aux alentours de 36 degrés Celsius, ma vitesse de multiplication des bactéries est de 43 à peu près. 43. Okay. Quand ma température augmente en journée, vers 37 degrés, la multiplication des bactéries augmente aussi. À 37 degrés, elles sont à des conditions idéales pour se multiplier. D'accord? Donc on est à 58 unités arbitraires. La vitesse a bien augmenté. Par contre, si ma température augmente encore, ou la température de Romain, dans notre cas, eh bien, à 38 degrés, la température baisse, et à 39 degrés, elle baisse encore pour atteindre à peu près 30. Et si la température atteint si la fièvre atteint à peu près 40 degrés, les bactéries ne se multiplient quasiment plus. On a atteint 0. Donc oui, la fièvre doit avoir un intérêt puisqu'elle empêche aux bactéries d'avoir de bonnes conditions pour se multiplier. D'accord? Donc si je prends des notes sur ce que j'ai compris, je constate avec le document 3 que les bactéries n'arrivent plus à se multiplier lorsque la température atteint 40 degrés. Donc, la fièvre de Romain a un intérêt, elle permet de limiter la multiplication des bactéries. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes, pour compléter vos devoirs. Ensuite, comment ça se passe à l'intérieur du corps, toute cette histoire de fièvre, toute cette histoire de... que se passe-t-il? On a compris pour la fièvre, mais on nous a dit aussi qu'il y avait des ganglions. Enfin, non, je pense que je vais trop vite. On me dit qu'il a mal à l'aisselle. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'aisselle? J'ai un peu répondu. Document 7. Tiens, je constate que le corps de Romain, le corps des humains, est constitué de tout un tas de vaisseaux, en plus des vaisseaux sanguins, qui vont transporter de la lymphe, vaisseaux lymphatiques. Ah, qu'est-ce que c'est que la lymphe? Et je constate que ces vaisseaux vont avoir des espèces de carrefours ici, qu'on va appeler les ganglions. Et on me montre aussi des organes, thymus, rate, moelle osseuse. Et on m'explique que ces organes sont impliqués dans la réponse immunitaire. Tiens, dans la moelle osseuse, on fabrique des globules blancs. D'accord. Les globules blancs, je me souviens qu'ils ont un rôle pour me défendre, dans la défense contre les microbes. Ça m'intéresse vu ce qui se passe pour Romain. Mais par contre, mes globules blancs, s'ils sont produits ici, ils ne peuvent pas rester dans mes os, parce que mes infections peuvent avoir lieu partout. Par exemple, Romain s'est blessé à la main. Et je vois qu'il y a ces fameux vaisseaux lymphatiques qui vont pouvoir emmener mes globules blancs et les faire circuler. Je lis le texte qui est associé pour voir s'il peut compléter ce que j'ai compris. Le corps renferme de nombreux organes immunitaires. La moelle osseuse produit, ça c'est ce que je viens de comprendre, c'est bien, produit de nouvelles cellules, dont les lymphocytes, ça m'intéresse. Ces derniers se déplacent, notamment dans les ganglions. Lors d'une infection, ce sont les ganglions les plus proches du lieu d'entrée qui gonflent, provoquant une douleur. Ah,
Donc si je me blesse à la main, les ganglions les plus proches, il y en a ici au niveau de l'intérieur du coude et il y en a ici au niveau de ce qu'on appellera l'aisselle. Et Romain s'est blessé à la main, il a mal à l'aisselle. Ça doit être ces ganglions qui gonflent un peu quand on va chez le docteur. Il va essayer de détecter au niveau de notre cou si nos ganglions gonflent. Car s'ils gonflent, c'est qu'il y a une réponse du corps face à une infection. Alors je vous conseille d'aller voir quelque chose de sympa en 3 dimensions. Vous pouvez voir tous les organes lymphatiques, les vaisseaux lymphatiques, les ganglions de notre corps. Pour aller sur ce site, je vous ai mis un lien dans votre classeur numérique. Vous allez au niveau du thème 3, corps humain et santé, vous descendez tout en bas et vous avez anatomie du corps humain. Vous cliquez dessus et ici sur le côté, vous allez pouvoir voir la peau, les muscles, les os, le système cardiovasculaire, nerveux et ici le système immunitaire. Sur les petits ronds, vous allez avoir des liens vers des vidéos qui vont vous permettre de comprendre tout un tas de choses sur ce système immunitaire. Et en déplaçant la souris, vous pouvez observer en 3 dimensions comment notre corps est constitué. D'accord ? Si Romain s'est blessé à la main, ici, j'ai tout un tas de vaisseaux lymphatiques qui vont pouvoir faire un lien entre la blessure et des ganglions, par exemple au niveau du coude, et ici, à l'intérieur du bras, d'accord, au niveau de l'aisselle, pardon. Et on voit aussi toute la richesse au niveau du cou, la richesse en ganglions. Bah oui, il faut protéger la tête, le cerveau. Ils sont des organes extrêmement vitaux. Pareil au niveau de l'abdomen, grande richesse en ganglions, en vaisseaux lymphatiques et au niveau pour protéger nos organes vitaux, les organes du système digestif, etc. Le long de notre colonne aussi, regardez ici, tous ces petits ganglions lymphatiques à chaque vertèbre. Ok. Alors, je reviens sur ce que nous étions en train de faire. Donc, le document 4, qu'est-ce qu'il m'apprend ce document ? Eh bien, déjà, par rapport à Romain et sa douleur à l'aisselle, nous avons pu voir avec le document juste avant qu'il y a des ganglions à ce niveau. Que ceux-ci contiennent des cellules, les lymphocytes, et qu'ils gonflent en cas d'infection. Ça veut dire qu'il y a une réponse du corps en cas d'infection. Cette réponse, je vais aller un peu plus loin grâce au document 5 pour voir sa nature. Je pense que ce sont mes lymphocytes qui vont répondre à l'infection. Le document 5 va me permettre de le prouver. D'accord ? Je fais une analyse de sang, analyse sanguine, et je regarde ce qui se passe pour une personne qui est infectée. Dans le sang, je l'ai vu grâce à mon TP, il y a des globules rouges qui transportent le dioxygène et les gaz respiratoires, et j'ai des globules blancs, dont les lymphocytes. Si mes lymphocytes ont un rôle dans ma réponse face à l'infection, je devrais observer quelque chose lorsque ma personne est infectée, une différence entre une personne infectée et non infectée. Alors voyons, vérifions cette hypothèse. Déjà pour les globules rouges, pour une personne infectée, j'ai ce nombre-là de globules rouges. Pour une personne non infectée, la valeur normale, elle est ici. Comparons. Tiens, je me constate que pour les globules rouges, on a un nombre qui va se situer dans la fourchette de la valeur normale, même quand une personne est infectée. Ça veut dire que mes globules rouges n'ont pas un rôle particulier dans la défense immunitaire. Par contre, pour les lymphocytes, la valeur normale, c'est entre 1000 et 4000 lymphocytes par millimètre cube de sang. Et lorsqu'une personne est infectée, cette valeur va augmenter. Elle passe à 5203. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Eh bien, ça m'apprend que le corps de la personne infectée a réagi. Lors de l'infection, il a fabriqué des globules blancs de la catégorie des lymphocytes. D'accord ? Donc, si je veux prendre des notes sur ce que j'ai compris, j'en étais
Ici, j'avais dit que les ganglions gonflaient en cas d'infection. À cette occasion, les lymphocytes se multiplient. Je donne une valeur numérique, une preuve. Ils passent de 1000 à 4000 pour 1 mm3 de sang à 5203 lymphocytes par mm3 de sang lorsqu'il y a une infection. Ils ont donc un rôle dans la défense du corps contre les microbes. Très bien. Mes lymphocytes, document 6, je les vois ici. Je les avais vus lors de mon TP aussi, souvenez-vous, avec leur gros noyau qui prend presque toute la place. Le cytoplasme est juste au bord ici. Que me dit mon document? On me dit que ce sont donc des globules blancs, d'accord, et qu'ils sont impliqués dans la réponse immunitaire. Et, chose importante, on avait vu avec la mission 1 les globules blancs impliqués dans la réponse immunitaire rapide, avec les phagocytes. Ici, ce groupe-là de globules blancs, les lymphocytes, on voit qu'ils sont impliqués dans les réponses qui mettent du temps à se déclencher. D'accord? En effet, pour Romain, on a vu que la réponse n'avait pas lieu tout de suite. Elle avait lieu, hop, ici, à ce moment-là. Il y a tout ce délai-là de mise en route de la réponse immunitaire. D'accord? Très bien. Alors, si je veux prendre des notes sur ce que je viens de comprendre, hop, j'en étais ici à 5203. Ils ont un rôle dans la défense du corps contre les microbes et sont impliqués dans des réactions qui mettent du temps à se déclencher. Ça, c'est la chose nouvelle que j'apprends ici. Pour répondre à ma question, on me demandait de dire à Romain que sa fièvre et ses ganglions qui gonflent étaient des réactions qui avaient un aspect positif. Eh bien oui, il est normal que les ganglions de Romain soient douloureux au niveau de l'aisselle. Ils sont en train de mettre en place la réaction immunitaire lente. Voilà. Je regarde ma consigne de départ pour vérifier que j'ai bien répondu à ce qui m'était demandé. Voyons voir. On me demandait d'expliquer, de montrer que ces symptômes présentaient un aspect positif, la fièvre et la douleur à l'aisselle. Oui, j'ai bien répondu à ces deux questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à bien la comparer document par document à ce que vous aviez compris. Vous n'avez peut-être pas dit les choses de la même manière, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez extrait les mêmes informations des documents. La façon d'expliquer les choses, chacun a la sienne. D'accord? Donc vous comparez pour voir si vous avez bien extrait les mêmes informations. Et si ce n'est pas le cas, vous complétez vos notes en mettant pause sur la vidéo, par exemple, pour compléter vos notes. Voilà pour la mission 2. J'espère que vous allez tous très bien. À bientôt.